Depuis quelques jours, j'ai vu que quelque chose avait changé à Nyamirambo. L'ambiance surtout. Les gens se regardent bizarrement. Certains même ne se parlent plus. Alors que hier encore, ils buvaient ensemble de la bière de banane avec des grandes balles. Tout ça, c'est juste une histoire de rencontre. Évidemment, il y a la rencontre inaugurale et puis toutes celles qui sont venues après et qui font qu'effectivement, on en est à la 3e création sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La première rencontre, c'est une dame qui s'appelle Alexia, qui vient du Rwanda et qui un jour me dit, dans le cadre d'un atelier d'écriture auquel elle participait, j'ai envie de parler de mon pays, le Rwanda. Et là j'ai fait ce que vous faites là, c'est-à-dire on a sorti la caméra, les enregistreurs et ok c'est parti, on t'écoute pendant une dizaine d'heures. Et là je me suis dit mais en fait je suis au courant de rien. Cette histoire elle est incroyable, elle est phénoménale, elle touche l'humanité, elle touche l'histoire de la France et moi je suis passée depuis 15 ans complètement à côté de cette histoire. Et donc je ne sais pas si j'ai eu honte, en tout cas le constat de mon ignorance ne m'a vraiment pas satisfaite de moi-même et je me suis mise au boulot, voilà, tout simplement. En rentrant de l'école, je lui dis « Maman, papa, ce matin, l'instituteur nous a demandé combien il y a de vaches dans chaque famille. » Ne réponds pas à cette question, Adi. Jamais. Et si quelqu'un d'autre, n'importe qui, te pose cette question, tu répondras « Je n'ai aucune vache. Je n'ai jamais eu aucune vache. » En 2013, nous créons Agati Yachu entre nous, qui est donc notre premier spectacle sur le génocide des Tutsis et qui est vraiment un spectacle sur le génocide, c'est-à-dire ça se passe juste avant, pendant et juste après. Donc nous tournons ce spectacle en France une trentaine de fois et puis nous allons pour faire une tournée d'une quinzaine de représentations sur les collines du Rwanda. Dans ce spectacle, il y a une scène très violente. Il y a des personnages qui sont des bourreaux, des personnages qui sont des victimes, se lance une chasse à l'homme, les bourreaux courent après les victimes, les maltraitent physiquement. Et donc la plupart du temps, les gens sont pris d'une aversion pour ces personnages qui jouent les bourreaux. Et lors de 2 représentations, une à Cotonou au Bénin et une à Kigali au Rwanda, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et dans ces 2 représentations, ça a fait l'inverse. C'est-à-dire que le principal responsable des bourreaux, ce personnage immonde qui vraiment décide la mort des autres, il est tout à coup adulé. Et les enfants l'applaudissent, certains se lèvent pour le toucher. Et en fait, c'est hyper simple, c'est le plus fort, c'est pas plus compliqué que ça. Mais même si on se dit, ok, les gamins là, ils n'ont pas les clés pour comprendre de quoi on leur parle, 1994, le Rwanda, tout ça. Mais n'empêche, la scène, elle est explicite. Il y a un super gros méchant et il y a des gens qui sont morts. Et ben voilà, c'est quand même le plus fort, et donc on a envie d'être de son côté, et donc c'est lui qui est génial, et c'est lui qui a gagné, et les autres c'est des losers, et voilà. Et on est rentré le soir à la maison, et il y a eu vraiment un moment, personne parlait, et on était juste en train de se dire, mais là ça va pas, quoi. On est passé à côté. On en est aujourd'hui à se dire, ok, on raconte cette histoire à des enfants, pour les interpeller sur... Il faut faire attention à ces trucs de discrimination de base, parce que la discrimination, ça devient de l'aversion, et puis ça devient de la haine, et puis ça devient de l'élimination. Voilà, donc ça, c'est 2 événements qui sont vraiment, pour moi en tout cas, fondateurs de ce nouveau projet. Et puis hier soir, maman nous a demandé de rentrer à la maison beaucoup plus tôt que d'habitude. Elle dit, Mimi, ne restez pas dehors si tard maintenant. Je préfère vous voir jouer dans la maison. L'idée, c'est un spectacle pour les enfants avec leurs parents, mais le « avec » est barré. L'idée, c'est qu'ils vont bien évidemment arriver ensemble et nous, effectivement, on va les séparer. On va d'abord tous ensemble accompagner les enfants pour que les parents visualisent où sont leurs enfants. Ils entendront peut-être le tout début pour entendre un peu sur quelle tonalité, notamment la musique, enfin voilà comment ça commence cette histoire. Et puis, j'emmènerai les parents avec moi dans un espace à proximité, mais ils ne se verront plus et les adultes donc seront avec moi. Donc en fait, c'est 2 versions de la même histoire, mais avec 2 types d'adresses. Avec les enfants, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre du conte, de la métaphore, du voyage imaginaire. Et avec les parents, on est totalement dans la réalité de quelle est ma démarche dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on raconte cette histoire. Et là, ce n'est pas à des enfants, mais à vos enfants.
et en leur expliquant très sincèrement que c'est une véritable question pour moi, d'où vient cette question, et voilà ce que j'ai décidé de faire, et vous en êtes complice puisque vous êtes là. Évidemment que ça résonne avec ces grands drames de l'histoire où c'est la réalité de ce qui s'est passé et où on a séparé les fratries, séparer les familles. C'est pas conceptuel du tout. Ça, c'est aussi très important puisque les adultes, je ne leur parle que de ça, que de situations où ils ont été séparés soit un peu, soit pour toujours de leurs enfants ou de leurs parents. Donc ça m'intéresse qu'ils soient dans cet état-là vraiment. Et aux enfants, on leur raconte l'histoire d'un petit garçon qui, pour un moment donné, a laissé ses parents parce que lui, il a besoin d'aller chercher un objet, etc. Et donc, il est tout seul. C'est quoi cette odeur? Il y a quelqu'un? Personne. J'avais jamais écrit pour les enfants, mais en plus je pensais jamais que je le ferais. Voilà, c'était pas du tout dans mes idées. En fait, ce qui était chouette, c'est que du coup, je suis vraiment partie de zéro. Ce qui était bien, c'est que quand même depuis 10 ans, le gros travail en fait de compréhension, de collectage, de maîtrise historique était là. J'avais collecté beaucoup de témoignages de rescapés, j'ai fait beaucoup d'entretiens, de rescapés adultes avec leurs enfants, donc tout ça était en moi, mais aucune méthodologie, aucun savoir-faire. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir 2 bourses d'écriture, et donc pour la première, je me suis entourée d'un expert écriture jeunesse, ça s'appelle comme ça, c'est pas très joli, mais en tout cas d'un homme merveilleux qui s'appelle Karim Ressouni de Migneux, qui publie chez Rue du Monde et qui voilà, est aguerri à cette idée de pouvoir raconter des choses difficiles à des enfants sans les prendre pour des bébés, mais en même temps en préservant l'endroit où ils sont, de leur capacité d'entendement. Ça, c'était vraiment pour l'écriture textuelle. Et ensuite, on a beaucoup travaillé avec Artaud à Ramonville. Et là, j'ai bossé avec des gamins, en fait, à qui j'ai soumis au fur et à mesure mes questionnements quant à la mise en scène, à la dramaturgie, à l'écriture, et avec les instits qui ont super joué le jeu, c'était vraiment très chouette. Pour moi, c'était tout de suite évident, il fallait qu'on soit dans quelque chose qui soit de l'ordre du conte, de la métaphore, de la distance, et d'aller dans l'enfance, quoi, vraiment dans ces univers de l'enfance. Du coup, c'était évident pour moi de travailler avec Adi, qui travaille avec moi depuis 20 ans par ailleurs, mais qui a travaillé de longues années en théâtre d'objets à Marseille, là où il habite. Le théâtre d'objets, évidemment, allons-y, cherchons ça, fabriquons des images, fabriquons du rêve, fabriquons du voyage. Ne donnons pas nos réponses aux enfants, laissons-les avec un petit objet, avec un caillou, avec un bout de bois, se raconter ce qu'ils ont envie de se raconter. C'est quoi ce bruit là-haut? On dirait quelqu'un qui renifle. Quelqu'un qui pleure. Et puis évidemment la musique, il y a des mots qui sont trop durs, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, il y a des mots qu'on ne peut pas entendre. Et en même temps, si on parle de ça, on ne peut pas tout à coup être au pays des bisounours. Donc quel autre langage que celui du mot peut venir raconter des ambiances, des inquiétudes, des espaces? En voyant mon père, il monte le volume de sa radio et regarde mon père comme s'il voulait le frapper. Mon père baisse les yeux. La radio est trop forte. On a travaillé là toute la semaine, on était vraiment là que tous les 4, avec les 2 musiciens, Cyril et Thomas, pour prendre soin en fait de cette rencontre entre le texte écrit pour les enfants et ces métalangages que sont la manipulation d'objets et la musique. La fin qui est un peu tragique, où il ramasse sa radio, c'est comme si c'était transporté dans le futur. C'est rare d'avoir des jeunes comme ça de 2 classes, première et terminale, qui viennent sur toute une journée ici dans un centre national des arts de la rue autour d'une compagnie. C'est l'enseignante, Émilie, qui est professeure au lycée Modeste Leroy à Évreux, qui travaille depuis des années, elle fait vraiment un boulot de fond. Elle est historienne de formation, elle a fait sa thèse sur les médias français pendant le génocide des Tutsis. Donc c'est un sujet qui l'habite aussi depuis des années. Il se trouve qu'elle est venue voir le spectacle à Vivacité fin juin dernier, que ça lui a plu, qu'elle s'est dit qu'on parlait la même langue et que si on ne faisait pas le même job, en tout cas on allait dans le même sens. C'est des jeunes qui à la fois avaient déjà, bien évidemment, grâce à son travail, entendu parler de cette histoire, mais en même temps, je pense que c'était la première fois pour eux qu'ils découvraient cette
modalité de parole à travers le théâtre, et en plus à un moment où c'est pas fini, donc où on partage aussi voilà, nos doutes, ça je vais le garder, ça je vais pas le garder, ça qu'est-ce que vous en pensez. Donc comment en fait tout ça c'est du travail. Le spectacle vivant, c'est bien qu'on s'enferme dans nos petites bulles pour fabriquer nos petites recettes de cuisine, refaire 15 fois la même chose, s'arrêter 2 heures sur la même phrase, etc. Mais à un moment, ça n'existe que si les autres sont là. Donc oui, une journée comme ça, c'est super intéressant. C'est tous ces moments-là où moi, je me dis, on ne se fait pas assez confiance et on laisse trop de place aux gens qui nous prennent pour des cons. Parce qu'en fait, y a plein de moments, on a l'impression d'être tout seul, nous, compagnie, cette prof qui est là, qui se bat pour faire ça, vous, l'atelier 231, et tout ce que ça implique pour continuer à exister. Et en fait, quand on mélange ça, on se rend compte que cette intelligence, elle est complètement partagée. On est capable de passer 6 heures ensemble à être à la fois dans la poésie, dans l'humanité, dans la compassion, dans la solidarité, dans l'intelligence, dans la pensée. Et puis chacun va reprendre sa route et ça fait de nous les humains qu'on sera demain, qu'on n'était pas hier. Et en fait, ça existe, quoi. C'est rare et c'est précieux, mais c'est hyper possible. Les yeux ont vu bien trop de malheur. Il me semble que je ne peux plus les fermer. Mais tu n'oublies pas. Raconte. Avance. Fais comme tu veux. Mais ne deviens pas un chien. Les morts sont semblables. Ne pense pas que je suis un héros. Je suis un homme.